Monsieur le ministre, Monsieur le professeur Picavet, c'est un grand plaisir et un grand honneur d'accueillir vous deux pour un débat à l'issue de la conférence de Monsieur Payon qui est consacrée à la question solidarité et fraternité dans le débat français au tournant du siècle. C'est une question fondamentale. On parle beaucoup de solidarité dans ces derniers temps, dernières années aussi, de fraternité. Ce matin, j'ai dit, il manque le mot féminin pour fraternité, surtout aujourd'hui. Sororité. Bon, d'accord. On le mettra pour la prochaine fois. En tout cas, c'est un grand honneur de vous avoir à la maison Heinrich Heine, qui a le plaisir d'avoir une très bonne et très étroite coopération avec les universités parisiennes et aussi à travers les universités parisiennes, aussi avec les universités allemandes et au-delà quelquefois. Et c'est pour ça que c'est toujours des colloques comme il y a eu ce matin et qui est honoré par cette conférence à la fin, sont vraiment des moments forts de la maison parce qu'autrement, nous avons d'autres moments de réflexion, mais plutôt sur des questions peut-être plus ponctuelles. Mais l'Europe est au cœur du débat et puisque je sais que vous êtes député européen, ancien ministre, je sais à quel point vous suivez ces questions de l'Europe et je pense qu'on aura peut-être une autre occasion dans le cadre du cycle des conférences sur l'Europe que nous avons lancé avec l'université franco-allemande, peut-être d'où vous accueillir à un autre moment, encore une fois. En tout cas, merci d'être venu. Je pense maintenant, je passe la parole au professeur Vachek qui a organisé tout ce colloque. Non? Directement? Bon, je ne sais pas, peut-être directement au monsieur le ministre ou à monsieur Picavet? Oui, d'accord, merci. C'est un plaisir et un honneur pour moi de présider cette dernière séance du colloque, ayant ainsi l'occasion d'accueillir M. Vincent Payon, ancien député de la Somme, député au Parlement européen, ancien ministre de l'Éducation nationale, mais aussi, on le sait peut-être moins, enseignant et chercheur en philosophie à l'Université de Neuchâtel. Donc je ne me risquerai pas à résumer votre carrière politique, mais le parcours à bien des égards exceptionnels qui est le vôtre illustre à un degré éminent ce qu'il peut y avoir de fructueux dans le souci conjugué de l'avancement de la pensée sociale et politique et de l'action politique. Votre parcours a été jalonné par des contributions importantes autour de grandes figures de l'histoire et de la philosophie, Merleau-Ponty, mais aussi Pierre Leroux, Jean Jaurès, Ferdinand Buisson. L'examen de la question de l'achèvement ou non de la Révolution française. Vous avez consacré un ouvrage prenant position dans le débat ouvert notamment par François Furen. Et votre parcours politique a été de toujours, je crois, balisé par les références du socialisme, le parti, la dynamique du complexe des idées socialistes en France et en Europe, les auteurs fondateurs, les figures historiques. Aussi, ne pouvait-on manquer de songer à vous, je parle à la place des organisateurs, non sans audace, pour apporter provisoirement la note finale à des rencontres qui ont permis d'approfondir l'histoire et l'analyse du socialisme européen en donnant toute sa place à l'école de Marbourg. Vos centres d'intérêt et votre action mobilisent un rapport tout personnel aux valeurs républicaines. Et à l'heure où l'on s'interroge simultanément sur l'avenir du socialisme, sur celui de la République, sur les capacités de projection vers l'avenir que donnent leurs références respectives et parfois conjuguées, il sera précieux de vous écouter à propos d'une valeur clé, la fraternité, de ses rapports avec la solidarité. Une alliance qui ne peut manquer de se situer à l'articulation de l'éthique, de la politique et de l'histoire, en particulier parce que vous avez choisi, nous en remercions, d'évoquer le débat français du tournant du siècle autour de la solidarité et de la fraternité. Sa parole. Donc un débat est prévu à l'issue de la conférence
Merci beaucoup. Je vous remercie chaleureusement d'abord de votre accueil, Madame de Seine, dans cette belle maison Heinrichsheim, où j'étais jamais venu. Je remercie Myriam Bienenstock et Norbert Vajek d'avoir organisé cette journée, et Emmanuel Picavet d'avoir accepté de jouer ce rôle et d'animer cette soirée. Je vais vous dire la vérité, je fais assez peu de conférences, pour la raison que dans une vie déjà assez bien chargée, j'essaye de garder un peu de temps maintenant pour écrire, parce que j'ai eu le sentiment que 20 ans de vie politique qui m'avait éloigné de mon activité initiale, mais construite sur une passion qui était la philosophie, m'a fait prendre beaucoup de retard sur les travaux que je voulais faire plus jeune. Alors je suis un peu embarrassé aujourd'hui parce que lorsque j'ai accepté cette conférence, j'étais en train de rédiger un livre qui essaye de synthétiser, maladroitement évidemment, mais enfin près de 30 ans de recherche maintenant, même en vérité un peu plus, qui sortira la semaine prochaine, qui est sur la devise, sur le républicanisme français. Et j'étais donc dans des débats très franco-français sur la définition même, et notre sujet va nous y conduire, du sens du républicanisme français, dont je considère que pour des raisons diverses, les grandes interprétations dominantes, à mon sens il y en a trois: l'interprétation marxiste, l'interprétation libérale, j'entends par interprétation libérale celle de François Furet et de son école, et l'interprétation positiviste, celle de l'historien Claude Nicollet, ont finalement n'ont pas restitué dans son originalité, dans sa singularité et dans son articulation complexe la vraie nature de ce républicanisme français. En particulier, en opposant, et c'est pour ça que la devise républicaine est intéressante, par exemple la liberté et l'égalité, en évinçant de leur récit un certain nombre des acteurs de ce républicanisme, ou en travestissant leur pensée, parce que le républicanisme français, curieusement, essaye d'harmoniser depuis l'origine, depuis Robespierre, qui était autant influencé par Locke que par Rousseau, ce qui est quand même assez méconnu, mais on le voit avec l'importance qu'il accorde aux droits de l'individu et avec évidemment la Déclaration des droits de l'homme, arrive ou essaye, ou s'efforce de concilier en permanence ce qu'on appelle l'individualisme ou le libéralisme, la théorie des droits de l'homme, et en même temps le républicanisme et aussi le socialisme. Donc il ne s'agit pas d'opposer, et on est construit sur ces schémas, liberté et égalité, il s'agit au contraire de les concilier, et c'est d'ailleurs, dans l'idée de la devise, je vais y venir, le rôle de la fraternité. La fraternité est toujours apparue depuis son origine comme le troisième terme nécessaire pour concilier ensemble deux concepts qui peuvent se contredire, d'un côté le concept de liberté et de l'autre le concept d'égalité. Alors, je veux m'attarder à un débat, essayer de vous présenter ça de la façon la plus succincte, alors nécessairement un peu caricaturale toujours, par rapport à l'ampleur des débats, mais j'ai décidé de faire une focale sur un débat très très précis, qui s'est produit en France entre le moment de publication d'un ouvrage qui s'appelle Solidarité, par un monsieur qui s'appelle Léon Bourgeois, qui a été président du Conseil, ministre de l'Éducation nationale, et qui a sans doute donné, dit-on, à la Troisième République sa doctrine sociale, le solidarisme. Et Léon Bourgeois, très curieusement, lorsqu'il fait ça, ce sont des conférences, il est avocat de formation, c'est un bel esprit, fait des conférences en 1895, publie l'ouvrage en 1896. Lorsqu'il fait ça, vous le verrez, et en tout cas dans un congrès qui a eu lieu en 1900, dont je vais beaucoup vous parler, dit mais la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, ça ne va pas. Et ce terme de fraternité, ça ne va pas. Il faut le remplacer par un autre terme qui est celui de solidarité. C'est quand même, vous l'avouerez, pour quelqu'un qui a été président du Conseil, pour un homme politique de premier plan, la devise républicaine était redevenue la devise de la République française à partir de 1880. Je reviendrai sur cette histoire, mais c'est quand même une décision intellectuelle, philosophique, mais politique extrêmement lourde de faire cette proposition. Je vous lirai le texte. Et à ce moment-là,
très curieusement, il y a une montée très forte d'un certain nombre pour beaucoup des philosophes de formation, mais pour beaucoup d'entre eux engagés dans la politique, qui disent non, pour des raisons que nous allons détailler dans les minutes qui viennent, non, 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 il ne faut surtout pas remplacer fraternité par solidarité. Il ne faut pas remplacer fraternité par solidarité parce que fraternité nous renvoie à un droit de la personne, à la notion de devoir, à quelque chose qui relève de l'éthique, alors que solidarité, eh bien, nous ramène une forme d'organicisme, d'étatisme, de domination du tout sur les parties, et risque, dans le fond, une espèce de naturalisation, et qui était effectivement dans l'esprit de l'époque, et va nous éloigner de la philosophie véritable du républicanisme français, de la Révolution française, qui est l'individualisme républicain. La liberté n'est pas en premier pour rien. Et il ne faut pas être et cette liberté est bien liberté de l'individu. La solidarité peut être oppressive de cette liberté de l'individu, puisqu'elle introduit l'individu dans un collectif qui le déterminerait, et qu'elle nous fait croire qu'une solidarité naturelle peut donner lieu à une solidarité de droit. Ce débat est tellement riche, je vais essayer de vous en donner quelques éléments, je ne peux pas le faire entièrement parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'entre eux sont un peu oubliés aujourd'hui. Ce débat est tellement riche que Léon Bourgeois va finalement s'y rendre, s'y plier et renoncer à son projet et modifier totalement ce fameux solidarisme. Donc on continue de dire vulgairement c'est la doctrine de la République, oui, mais le solidarisme de 1896, et comme le dira Célestin Bouglé, celui d'après 1900 n'a plus rien à voir. Dans un premier cas, on a un solidarisme issu du positivisme, qui considère que le fait social dérive du fait biologique, voire cosmologique, quand on lit le livre Solidarisme, qu'on peut tirer, dans le fond, une solidarité de droit à partir d'une solidarité de fait, alors qu'après 1900, il reviendra à l'idéalisme républicain, à l'individualisme républicain. Il dira on ne peut pas tirer l'idée du droit du fait, c'est contradictoire dans les termes, et il faut donc qu'il y ait chez l'individu une idée de justice à partir de laquelle chaque individu, par assentiment, donc liberté ou non, construira le corps collectif. Donc je veux vraiment m'inscrire dans ce moment. Pourquoi ? Eh bien, parce que, d'abord, il est passionnant du point de vue des concepts, mais pour deux raisons. La première raison, c'est que cette affaire est totalement à l'inverse de la représentation qu'on peut avoir naturellement de la fraternité. Je vais dire pourquoi. Généralement, la fraternité, et je serai obligé de faire un petit historique, elle est considérée précisément, et elle a été critiquée, parce qu'elle serait une notion, d'ailleurs avec un arrière-fond très religieux, parce qu'elle serait une notion qui emporterait avec elle justement l'idée d'un corps collectif, frère de sang, l'idée que le tout primerait sur les parties. Et vous verrez que, et ça c'est très important pour l'histoire des idées, dans le fond, le terme fraternité est repris en 1900 dans notre débat, mais en disant le contraire de ce qu'il disait par exemple en 1848. Donc c'est la première chose. Donc les gens parlent de fraternité, très bien, mais si vous ôtez la fraternité de son contexte, de son environnement conceptuel, eh bien vous n'y comprenez rien, parce qu'en réalité, à 50 ans de distance, elle signifie exactement le contraire. La deuxième raison, et de ce point de vue-là, il faut faire très attention dans l'histoire des idées. Ce débat dont je vous parle, il n'est pas décontextualisé. Et je vais en dire un mot. Ce débat d'intellectuels sur les principes, dans le fond, du contrat social français, dans toutes ses dimensions, politiques, civiles, sociales et économiques, il a lieu au moment de l'affaire Dreyfus. Et l'affaire Dreyfus compte énormément dans cette affaire. Parce que le paradoxe, c'est qu'au moment de l'affaire Dreyfus, ce sont précisément les socialistes, les radicaux socialistes, qui défendent les droits de la personne contre la raison d'État. Et à ce moment-là, ils se disent, il faut être capable de fixer des limites au pouvoir, c'est quand même la doctrine des droits de l'homme, il faut revenir au caractère libéral, au sens noble du terme, pas économique, pas économie anglaise, au sens de la Déclaration des droits de l'homme,
pour être capable de dire qu'aucun pouvoir politique, comme dira Alain, il n'y a pas de bon pouvoir, aucun pouvoir politique ne peut opprimer les droits de la personne, les droits de l'individu, liberté de conscience, liberté d'examen, liberté, etc. Tout cela, et l'idée de justice, comme dirait Jaurès, eh bien, vaut plus que les raisons d'État. Et c'est bien ce débat tragique qui a lieu en 1898. Souvenez-vous, le texte de Bourgeois est de 1896. Le débat dont on va parler se développe essentiellement dans ce moment-là, mais particulièrement 1900-1901. Et nous sommes après le point d'acmé de l'affaire Dreyfus, 1898. Et ce qui est étonnant, c'est que, comme je vous le disais, Bourgeois va changer. Le deuxième intérêt, c'est que, à travers ça, on restitue, et je conclurai là-dessus tout à l'heure, on restitue dans le fond, à mon avis, la doctrine républicaine originelle. Les républicains ont très souvent été attaqués, les républicains du 19e, par les libéraux, les conservateurs, voire les réactionnaires, un peu moins les réactionnaires, mais sur l'idée qu'ils étaient ou qu'ils pratiquaient une philosophie illibérale. Et évidemment, ils étaient socialistes, l'organisation du travail, la nécessité d'une législation sociale. Et donc, dans les représentations et dans l'historiographie, on voit souvent cette erreur. Par exemple, je vous citerai un texte de Robespierre, de faire de Robespierre, c'est le tyran. C'est le type qui décapite les gens et donc il est pour l'État fort. Louis Blanc, c'est les ateliers nationaux et c'est l'État. Il faut quand même savoir, ce qui est évident et acquis par tout le monde, mais enfin tout le monde pense ça, que les ateliers nationaux ont été faits contre Louis Blanc, qui était contre, pour destituer sa véritable pensée, qui était celle d'ateliers sociaux. Et d'ailleurs, Louis Blanc ne parlait pas d'État monopoleur, comme on dit, l'État qui a le monopole, il parlait d'État régulateur, Strauss-Kahn avant la lettre. Dans les textes de Louis Blanc, il y a eu un seul colloque sur Louis Blanc dans notre pays dans les 20 dernières années, c'était en 85. Plus que 20 ans maintenant, hein. Non, 2005, je me trompe, pardon. Le seul colloque sur Louis Blanc établit très précisément ça, mais quand on lit les textes, on le voit. Et donc l'intérêt de ce qu'on va faire aussi, c'est de restituer quand même cette pensée républicaine un peu plus proche d'elle-même que la Vulgate, qui nous raconte quelque chose, qui d'ailleurs ne peut se raconter qu'en ne lisant pas les textes, ce qui est quand même assez troublant. On voit que les grands auteurs républicains, Louis Blanc, Pierre Leroux, voire même Robespierre, c'est plus compliqué pour Robespierre, ne sont pas analysés comme ils le devraient, mais je pourrais dire la même chose de Jules Barny, je pourrais dire la même chose d'Étienne Vachereau, c'est-à-dire les gens qui ont fait, si vous prenez Jules Barny, le manuel républicain, c'est à la demande de Gambetta, ça inonde la France. Si vous prenez Charles Renouvier, le manuel de 48, bon, tous ces textes sont très peu lus et on plaque dessus, dans le fond, des positions très idéologiques, opposition socialisme-libéralisme, l'idée que les républicains sont anti-individualistes, etc., etc. Or, cette lecture va nous permettre évidemment de voir tout à fait autre chose, puisqu'on a des républicains, socialistes, radicaux socialistes, qui vont défendre les droits de la personne, le devoir, l'éthique, l'idée de justice, l'idéalisme, l'individualisme contre les autres, et donc sont à front renversé par rapport à l'idée traditionnelle que l'on se fait de cette affaire. Alors, avant d'aborder exactement le débat, je voudrais quand même vous donner une petite perspective historique, sinon on a un peu de mal à en saisir tout le fruit. La question de la devise républicaine et de la notion de fraternité, telle qu'elle est traitée par la philosophie et l'historiographie, je m'en tiens là à la philosophie et l'historiographie française, nous amène à une réflexion assez simple. Elle aurait émergé pendant la Révolution française, et c'est déjà l'objet, entre historiens ou spécialistes, d'un débat, puisque selon les opinions politiques que certains ont, il date l'apparition de cette devise, qui n'a pas d'ailleurs été une devise officielle, hein, mais par exemple de 1791, Club des Cordeliers, c'est ce que propose Mona Ozouf, et beaucoup d'autres, et en réalité ça semble maintenant acquis, mais vous voyez tout de suite la différence, disent le premier à avoir énoncé la devise, dans un discours sur les gardes nationales, eh bien c'est le 18 septembre 1790, Robespierre, qui déclare, article 16 de ce discours sur les gardes nationales,
à propos des gardes nationales, elles porteront sur leur poitrine ces mots gravés, le peuple français, et au-dessous, liberté, égalité, fraternité. Les mêmes mots seront portés sur leurs drapeaux qui porteront les 3 couleurs de la nation. D'emblée, en réalité, la devise indique, plutôt qu'une solution, plutôt qu'une doctrine, un problème, une énigme, dira Pierre Leroux. Pourquoi ? C'est un peu comme ça que Robespierre va léguer à la tradition la question de la devise. Parce que vous avez d'un côté la liberté. J'en ai dit un mot. La liberté, par définition, si elle est non régulée, elle va conduire à la domination soit du fort, soit du riche sur les autres. C'est la liberté du renard dans le poulailler. Donc il faut quand même que cette liberté, si elle doit être la liberté de chacun, ce qui veut dire aussi la liberté de tous, eh bien, elle soit régulée. Bon, la tradition républicaine, depuis Cicéron, il n'y a pas de difficulté. La liberté doit être réglée par la loi. Et c'est sous la sauvegarde de la loi, comme le diront à nouveau les révolutionnaires français, que, et seulement que, on peut être libre. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut. Ce n'est pas la licence. Ça suppose d'harmoniser sa liberté avec celle des autres. C'est la fameuse limitation réciproque des libertés dont Kant parle dans la doctrine du droit. Mais quand on dit loi, on est au début d'un processus. Il y a la loi constitutionnelle qui va organiser les pouvoirs. Il y a la loi civile qui va nous donner les mêmes droits. Alors les pouvoirs, ça veut dire est-ce que nous participons du pouvoir auquel nous devons nous soumettre ? La question de la souveraineté populaire. Puis la question de la place du législatif, de l'exécutif, etc. Il y a la loi civile, parce que nous avons les mêmes droits. Femmes, hommes, noirs, juifs, comédiens, voilà les débats de la Révolution française. Ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi la question, évidemment, des lois économiques et sociales, de la législation fraternelle. Le sujet est difficile, parce que la liberté exige l'égalité. Il faut que nous soyons tous libres. C'est l'égale liberté. Mais cette égalité-là, où est-ce qu'on l'arrête ? Est-ce qu'elle est simplement politique ? Déjà, ce n'est pas facile. Le suffrage universel, à l'époque, n'existe pas. Est-ce qu'elle est seulement civile ? On doit tous avoir les mêmes droits ? Ou est-ce que pour avoir les mêmes droits, il faut un petit peu plus que ça ? Je vous prends un exemple. Dans les gardes nationales, que dit Robespierre ? C'est le modèle suisse, hein ? C'est l'armée citoyenne, c'est ce qu'on retrouve chez Jaurès. On doit tous participer et c'est les milices. Bon. Mais le problème, c'est que il va falloir se poser la question de savoir, lorsque nous partons 3 jours par mois pour faire notre activité de citoyen, c'est bien là la citoyenneté qui prime. Et la citoyenneté en tant qu'elle est une des conditions de la liberté. Bon. Mais la question se pose de savoir comment, si nous n'avons pas l'argent, nous allons pouvoir nous permettre de ne pas travailler notre champ pendant 3 jours. Et deuxièmement, comment nous allons aussi nous payer l'uniforme, le tambour, le fusil. Immédiatement se pose la question donc d'une intervention de la puissance publique. C'est comme pour l'école. Si vous devez être citoyen soldat, mais que vous n'avez pas un rond, il faut bien que la puissance publique qui veut que vous soyez citoyen soldat se pose la question de savoir. On avait le même problème pour les députés, hein. On avait le même problème pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, on est contre les indemnités, on veut les baisser, on veut, etc. Mais c'était un grand principe républicain pour permettre justement à ceux qui n'avaient pas d'argent de pouvoir être députés. Parce que sinon, les riches, il n'y avait aucun problème. D'ailleurs, il y avait le sens. Hein. Là, il fallait donner une indemnité pour que même celui qui n'a pas d'argent puisse exercer une fonction politique. Donc, vous avez une intervention de la puissance publique. Donc, la liberté politique, la liberté civile débouche immédiatement sur une question qui est la liberté économique et sociale. Mais la liberté, si c'est l'égalitarisme, si ça veut dire être tous identiques, avoir la même chose, elle va venir contrarier la liberté, puisque la liberté, c'est pouvoir développer sa propre individualité, sa propre différence. Bon. Donc, immédiatement, on se dit, il faut la liberté, il faut que nous soyons également libres, ça suppose un certain nombre de conditions, mais il ne faut pas que nous soyons dans la situation où l'égalité vient neutraliser la liberté.
il ne faut pas que nous soyons égaux au point où, d'une certaine façon, cette puissance publique obligée d'intervenir va être tellement puissante qu'elle va opprimer les individus. Alors, l'idée vient qu'il faut quelque chose qui modère d'une certaine façon, qui est un principe de modération de la liberté, mais de modération de l'égalité aussi. Et ce principe, c'est la fraternité. Enfin, bien entendu, cette fraternité qui va venir comme principe de modération de l'égalité si elle ne doit pas être égalitariste, si elle doit se concilier avec la liberté, et de la liberté si elle ne doit pas être sans frein, est quand même un concept relativement indéterminé. Donc on lui demande de faire médiation entre liberté et égalité, d'où le troisième terme, d'où d'ailleurs ce qui va se produire assez vite, des propositions pour mettre la fraternité entre les deux. Par exemple, Pierre Leroux proposera, mais il n'est pas le seul, dans la Seconde République, de faire une devise qui serait liberté, fraternité, égalité, puisque le terme est au centre et doit articuler les deux. Mais se posent alors deux questions. La première question, ce sont des questions classiques, je renvoie à des questions que vous vous posez tout le temps. La première question, c'est dans le fond la suivante. Comment la puissance publique et jusqu'où la puissance publique doit-elle intervenir si elle ne doit pas blesser la liberté? Nous venons de dire, les uns et les autres, et dans le fond les modernes, et John Rawls lui-même, qui évoque la devise républicaine dans la théorie de la justice, nous venons de dire, bien entendu, la liberté, ce n'est pas que la non-interférence, pour parler en termes modernes. Nous avons besoin, si nous ne voulons pas être dominés, qu'il y ait des interférences légitimes, donc que l'État intervienne. Tous les enfants ont droit à l'instruction, mais il se fait que chez toi, on te garde pour les travaux des champs, ou que tu n'as pas de quoi manger à midi, ou que tu ne peux pas t'acheter un cartable. La puissance publique intervient. Parce que ce droit à l'instruction, nous te l'avons donné, et donc il doit s'accompagner, s'il doit être un droit réel, la liberté comme pouvoir, disent les Républicains, et en premier lieu Robespierre, nous devons donner des moyens. Mais jusqu'où? Jusqu'où? Cette question, nous en débattons depuis 2 siècles. Elle est la grande ligne de fracture dans toutes nos démocraties modernes. Donc il nous donne cette équation, dans le fond, qu'est la devise républicaine, mais sur un mode problématique. On doit avoir la liberté, elle suppose de l'égalité, mais les deux sont contradictoires. Il faut la fraternité comme ce principe de modération, et donc la fraternité va porter, vous voyez, tout le poids de l'interrogation et du questionnement. Elle a ses propres problèmes, mais elle a aussi les problèmes de la liberté et de l'égalité. Première question, jusqu'où? Est-ce qu'il faut, dans le fond, que tout le monde ait le même salaire, que tout soit nationalisé, les chemins de fer, l'école, tout ce que vous voulez? Parce que la puissance publique doit... Jusqu'où? Et puis, il y a une deuxième question, très importante, qui va avoir lieu dans tous les débats, qui a lieu encore aujourd'hui. Quelles sont les modalités d'intervention? C'est une autre question. Est-ce que l'État doit intervenir uniquement par des lois? Est-ce que l'État doit être tatillon? Est-ce qu'il doit tout observer? Est-ce qu'il doit guérir? Est-ce qu'il doit prévenir? Est-ce qu'il faut fonctionner sur des systèmes mixtes, d'économie mixte? Est-ce qu'il faut des mutuelles, des associations? Comment, dans le fond, ce qu'on appelle la puissance publique doit intervenir? Ces deux questions, elles sortent de la réflexion sur la devise républicaine de Robespierre et elles vont être l'héritage, mais l'héritage problématique, évidemment, de tout le républicanisme au XIXe siècle. Je vais très vite. Je voulais quand même vous lire, pour bien vous montrer ce rôle de la fraternité, qu'on la retrouve par exemple en 1948 dans le manuel républicain que... je ne l'ai pas pris, donc je ne vais pas vous la lire. Dans le manuel républicain que Renouvier avait, si j'ai une citation qui permet de le faire, avait rédigé à la demande des révolutionnaires, il y a vraiment le texte le plus clair sur ce rôle de la fraternité. Je vous le lis. La devise de la République, donc ça s'est fait à la demande d'un ministre de l'Éducation nationale, c'est le premier gouvernement dit provisoire après février 1948. Le ministre Carnot, qui va d'ailleurs tomber à cause de ce manuel, demande à 2 personnes, un historien Henri Martin, un philosophe Renouvier, de rédiger des manuels d'instruction civique pour l'envoyer dans les provinces et faire la culture républicaine. Renouvier fait ce manuel. Ce manuel va d'ailleurs créer donc un incident à la Chambre,
le ministre Carnot, qui était un ancien Saint-Simonien, avec toute la bande qu'il avait mis là-dedans, demande la confiance de la Chambre, qui lui est refusée, et donc chute au bout de 2 mois à cause de ce manuel. Mais voilà ce qu'écrit Renouvier. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. S'il n'y avait que la liberté, l'inégalité irait toujours croissant et l'État périrait par l'aristocratie, car les plus forts et les plus riches finiraient toujours par l'emporter sur les plus pauvres et les plus faibles. Donc la liberté toute seule, ça ne va pas. S'il n'y avait qu'égalité, le citoyen ne serait plus rien, ne pourrait plus rien par lui-même. La liberté serait détruite et l'État périrait par la trop grande domination de tout le monde sur chacun. Mais la liberté et l'égalité réunies composeront une république parfaite grâce à la fraternité. Grâce à la fraternité. C'est la fraternité qui portera les citoyens réunis en assemblée de représentants à concilier tous leurs droits de manière à demeurer des hommes libres et à devenir, autant qu'il est possible, des égaux. Ça, c'est vraiment, je pourrais trouver des textes comme ça chez Louis Blanc, chez Constantin Péqueur, chez etc. C'est, voilà, liberté, mais toute seule, attention, égalité, attention, grâce à la fraternité, nous allons les réconcilier. Elle vient jouer ce rôle. Mais comme la liberté est déjà un concept complexe, comme l'égalité est aussi un concept complexe, eh bien, en fait, on rajoute de la complexité, et la fraternité elle-même, j'y viendrai, est un concept d'une encore plus grande complexité. Bon. Et c'est pour ça que les républicains sont conscients de ça. Ils ne décrivent pas un état de fait. Il y a souvent des imbéciles qui disent liberté, égalité, fraternité, mais ça n'existe pas. Ben oui, évidemment, c'est un idéal. C'est une devise. C'est comme un droit. Bon, par définition, il est une contestation du fait. Donc la question n'est pas là. La question, elle est vraiment d'essayer de donner un contenu, une cohérence à ces concepts et à cet idéal. Alors, il y a une réponse qui est apportée historiquement. On a 2 questions, question économique et sociale, et puis on a une deuxième question que nous lègue Robespierre, qui est de dire, puisque la fraternité est un sentiment, plus un devoir qu'un droit, comme on dit souvent, la question se pose de savoir, pour concilier liberté, égalité, fraternité, comment faire une société qui, chez chacun d'entre vous, chacun de ses citoyens, va cultiver ce sentiment de fraternité, qui fait que, dans le fond, eh bien, vous modérez votre liberté, vous modérez votre égalitarisme, ou votre trop grand goût des inégalités. Dans le fond, ça renvoie à un sentiment de fraternité. Comment une société, c'est la question d'une morale sociale, comment une société peut-elle inculquer ce sentiment de fraternité ? Bien, l'idée, elle est quand même assez simple, je vous la rappelle, ça lui a été beaucoup reproché, mais cette question va rester aussi ouverte, à mon avis, tout au long du 19e, et elle est toujours ouverte. La réponse est par l'éducation. Il faut qu'il y ait une prise en charge publique et que l'éducation enseigne ces valeurs de fraternité. Par des fêtes publiques, il faut qu'on se réunisse et qu'on s'embrasse et qu'on s'aime amis et citoyens, qu'on se reconnaisse, qu'on apprenne donc à développer entre nous des sentiments de fraternité. Et puis, évidemment, par la morale. Ça pourrait être la morale laïque, pareil, qu'elle soit religieuse, indépendante, laïque. Elle aura quand même ce but de dire il y a des devoirs envers soi-même, il y a des devoirs envers autrui, et vous savez qu'il y aura même des devoirs envers Dieu, et ça va rester dans les instructions officielles de l'école républicaine laïque jusqu'en 1923, contrairement à ce qu'on entend partout. On ne s'est pas débarrassé de cette affaire si vite. Et donc, le dernier point, c'est la religion. Et je vous rappelle que les révolutionnaires français ont évidemment, à plusieurs reprises, culte de la raison, ou pour Robespierre, culte de l'être suprême, on avait ça chez Rousseau aussi, posé cette question religieuse. Je vous rappelle d'ailleurs que le législateur chez Rousseau, il doit faire parler les dieux. Bon. Donc, il y a 2 questions. La question économique et sociale, jusqu'où intervient la puissance publique pour la fraternité, pour modérer l'égalité, mais en même temps la réaliser, et donc la liberté. Et la deuxième, comment entretenir ce sentiment de fraternité? Comment le développer? Bien, il va y avoir une réponse très simple qui est apportée dans la Révolution de 48. Et la Révolution de 48 est la première à se donner pour devise, c'est la première fois, à la Révolution de février, au 26 février, la Révolution se donne comme devise la officielle liberté, égalité, fraternité. Et elle répond en fait aux 2 questions que j'évoquais. La première question, c'est la fraternité comme solution
à la contradiction entre la liberté et l'égalité, doit donner lieu à une politique économique et sociale déterminée. Celle-ci va emprunter, il y a retour de Robespierre, retour de Babeuf dans les sociétés républicaines à partir de 1830, celle-ci va donner lieu à une idée très simple qui est à chacun selon ses capacités, à chacun selon ses moyens. Donc je dois contribuer à l'effort collectif en fonction de mes moyens. Plus je suis doué, plus je dois donner. Moins je suis doué, moins je vais contribuer. Donc vous avez derrière l'idée d'impôt progressif, de tout ce que vous voulez. Bon. Et en revanche, à chacun selon ses besoins. Ça, c'est une économie fraternelle. Quand je suis à ma table de père de famille, émotion fraternelle, aimable, etc. Si mon enfant le plus petit a faim, moi je suis plus fort que lui, je pourrais piquer dans son assiette. Mais moi je suis plus fort, mais plus grand, et donc je vais moins manger pour que mon enfant puisse manger plus. C'est leur modèle. La grande famille, comme on disait. Hein, cette notion de grande famille existe depuis la Révolution et incarne la fraternité. Donc le modèle, il est ce modèle, à chacun selon ses capacités, je dois contribuer autant que je le peux, donc les plus forts plus, les plus riches plus, et à chacun selon ses besoins, eh bien, tout le monde doit pouvoir satisfaire ses besoins. Si tu es plus faible, si tu es handicapé, si tu es ceci, c'est ça une législation fraternelle, et elle doit se décliner. Donc ils ont la réponse. Cette réponse, elle va se traduire en 1848 à travers ce débat magnifique, peut-être le plus beau débat de l'histoire parlementaire française, qui est celui sur le droit au travail, la notion de droit au travail. Il faut donc que la puissance publique soit capable de donner à chacun, eh bien, ce qui lui permettra de vivre tout en étant digne, c'est mieux que l'assistance, un travail. Si on ne peut pas donner de travail, il y aura quand même l'assistance, les secours. Mais c'est le droit au travail. Et donc, ils ont une réponse. Les 48 arts, la Révolution rouge, la République sociale, elle répond. Et elle répond aussi à la deuxième question. Il n'y a aucun problème. Elle dit, mais oui, il faut une religion. C'est la Révolution où les prêtres, les rabbins, les pasteurs vont venir bénir les arbres de la liberté. Eh bien, c'est Jésus sans culotte de Camille Desmoulins qui est ressuscité. Et donc, c'est bien la religion chrétienne qui va venir enseigner cette fraternité que le Christ, c'est la morale des évangiles qu'ils opposent à celle de l'Église, que le Christ a incarné dans l'histoire. Et donc, nous avons un moment que d'ailleurs les historiens appellent le moment fraternitaire, qui est celui de la Révolution de 48, dans lequel cette capacité pour la fraternité de résoudre l'antinomie entre liberté et égalité, capacité qui était suspendue à la réponse apportée à deux questions, quelle intervention sur le plan économique et social et quelle religion, on a la réponse. Et on fait une république, la République de février, à partir de cette réponse. Alors, je vais vous lire un ou deux textes, je vais aller très très vite parce que sinon la conférence, c'est toujours pareil, j'en laisse déjà beaucoup, va être beaucoup trop longue. Je vous prends un exemple dans cette période. Cabet, alors lui c'était le communiste, mais c'est communiste pas au sens où on l'a entendu après, mais quand même. Voilà dans le voyage en Icarie en 1840 ce qu'il écrit. Quelle est votre science? Si l'on nous demande, écrit-il, quelle est votre science? La fraternité, répondons-nous. Quel est votre principe? La fraternité. Quelle est votre doctrine? La fraternité. Quelle est votre théorie? La fraternité. Quel est votre système? La fraternité. Comme vous voyez, ils y vont. Hein. Donc c'est vraiment le moment fraternitaire. On trouve une expression assez forte de cette affaire et de cette conjonction entre socialisme et chrétienté, ou en tout cas le Jésus-Christ sans culotte, par exemple, encore dans un texte de Renouvier, qui dit à ce moment-là, nous allons réaliser la vraie morale chrétienne, ce n'est pas celle de l'Église, parce qu'elle, elle sert les plus riches, celle du Christ, et nous allons la faire entrer dans les assemblées des hommes. Le temps est venu où la morale, enseignée jusqu'ici dans les églises au nom de Jésus-Christ, doit entrer dans les assemblées des hommes qui font des gouvernements et des lois. Si cette morale est dans notre cœur, montrons-le, réglons-nous tous sur la fraternité. C'est pris dans le manuel envoyé par les révolutionnaires à tous les élèves. Donc, je ne vais pas plus loin, ils ont la réponse. Je
vous fais une espèce de généalogie de cette notion de fraternité au 19e pour venir à notre débat. Le problème, c'est que février débouche sur juin. Ça dure 2 mois. Et puis, c'est sanglant. Et donc, c'est l'échec total de la révolution de février. Donc, à la fois de cette fraternité chrétienne, évangélique, christique, et en même temps de son incarnation, Jésus s'occupant des pauvres, Jésus sans culotte, de son incarnation dans le principe socialiste ou communiste, diront certains, à chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Et à partir de juin 1948, tout d'un coup, la fraternité va être, dans le fond, balayée avec la révolution de février. Et on va dire, ouh là 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 là, si la révolution a échoué, c'est pour un problème de doctrine et de science. Tout ça a été très mal pensé. Cette fraternité-là, elle est mal pensée sur le plan religieux. Même quelqu'un comme Renan, là je ne vous parle pas d'un révolutionnaire, hein. Renan écrit dans une revue philosophique en 1948 qui s'appelle La liberté de penser, il dit en France, il ne peut pas y avoir d'accommodement entre la liberté et l'Église. Il ne peut même pas y avoir d'accommodement entre la liberté et la religion. C'est une revue dirigée par des philosophes, Jules Simon, etc. Parce qu'en réalité, en France, la religion, c'est l'Église catholique. Et l'Église catholique, c'est la domination. C'est les mêmes réflexions chez un Quinet, chez un Renouvier. Alors, ils cherchent, évidemment, une autre religion. Certains vont vouloir des conversions au protestantisme, en disant là, on a une religion de libre examen, chacun est prêtre, etc. La religion qui correspondrait, dans le fond, et ça a marché en Angleterre, aux États-Unis, qui correspondrait à la République ou à la démocratie, c'est le protestantisme. D'autres vont dire, ni l'un ni l'autre. Il faut inventer une religion spécifique. Auguste Comte, la religion de l'humanité. Pierre Leroux. Je ne suis pas chrétien. Je veux une religion de l'humanité. Mais en tout cas, la question se pose. Et évidemment, la réponse, je vous le dis tout de suite, parce que nous la connaissons, ce sera la réponse par l'école. La réponse républicaine, ce sera dans le fond, c'est l'école qui va être le substitut chez nous de la religion civile, d'où ce rôle très particulier, évidemment, de l'école. On peut voir ça chez Michelet. Donc nous entrons dans une double perspective qui est, il faut remettre en cause ce lien entre le sentiment de fraternité et la religion chrétienne, et en tout cas catholique, mais un peu plus, peut-être de toute religion. Donc processus de sécularisation. Les formules, vous les connaissez. Chez Michelet, préface de l'histoire de la Révolution française de 1947, reprise par Proudhon. Entre la justice et la grâce, il faut choisir. On ne peut pas faire les deux. Donc, sécularisation de la notion de fraternité. Ce débat va se poursuivre jusqu'en 1880, et c'est sans doute le philosophe Alfred Fouillé qui le mènera le plus intelligemment et qui montrera comment on peut essayer de trouver une fraternité qui ne soit pas « tu n'es pas mon frère parce que nous prions le même Dieu ». Prie un autre Dieu ou ne prie pas de Dieu, nous devons quand même être frères. Mais dans le fond, la fraternité chrétienne, elle passe par la médiation de Dieu. Ce qui veut dire que ça n'est pas directement, tu n'es pas directement mon frère. Tu es mon frère parce que tu considères que tu as le même père. Il pourrait, ou il faudrait être frère sans cela. Il faudrait être frère aussi, sans partager le même sang, pas le même père, mais aussi sans partager la même nation. C'est toute la dimension cosmopolitique de la fraternité. Parce que si évidemment c'est parce que nous appartenons à la même ethnie, la même famille, la même religion que nous sommes frères, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas. Donc cette fraternité-là, elle est fratricide. Elle vous amène à faire la guerre et à avoir beaucoup de gens qui ne sont pas vos frères. La vraie fraternité, elle doit se fonder uniquement sur le partage de notre humanité commune. Donc, sécularisation, elle est presque juridique d'une certaine façon, parce que j'ai en arrière-plan vos préoccupations du jour, mais c'est un peu ce que dit Fouillé, hein, c'est l'idée du droit. Et donc, on doit séculariser la fraternité, on doit faire autre chose que ça. Et puis, il y a la question économique et sociale. C'est pour ça que vous avez dit le deuxième problème. Et là, évidemment, le babouvisme, l'idée de à chacun selon ses capacités, à chacun selon ses moyens, c'est plus du tout à la mode. Ces gens-là nous ont amenés dans le mur. C'est une critique de droite. Je vous rappelle aussi que c'est une critique de gauche. Marx critique la révolution de 1948 dans les luttes de classe en France sur la notion de fraternité. Lui, il dit c'est complètement idiot la notion de fraternité, ça nous a mis dans le mur, parce que dans la notion de fraternité, il y a un refus de la lutte des classes. Donc la notion de fraternité devient véritablement l'objet de toutes les critiques, à la fois sur le plan, disons, de la
dimension religieuse, ou théologico-politique, si vous voulez, mais elle peut être morale aussi, sentimentale, et puis sur le plan économique et social. Et nous sommes dans un moment extrêmement différent, dans lequel même les républicains d'opposition au Second Empire vont proposer d'autres devises. Napoléon va enlever, je crois en 1852, la devise liberté, égalité, fraternité, pour la remplacer par liberté et ordre, donc elle aura duré 3 ans. Et à partir de ce moment-là, prenez par exemple Émile Littré, qui sera un des fondateurs de la Troisième République, un disciple d'Auguste Comte, eh bien lui, vous connaissez ça, c'est cette devise ordre et progrès. Donc chacun veut refaire la devise. Le philosophe Étienne Vachereau, qui a écrit un livre en 1959, qui a été le livre le plus lu des opposants au Second Empire, propose, dans une analyse très complète, d'enlever les termes d'égalité et de fraternité. Ils ont introduit, dans le fond, que des problèmes. Avec la liberté, on s'en sortira. Parce que la liberté, si on la déduit bien, elle suppose qu'on soit également libre, puis elle suppose des conditions matérielles de la liberté. Mais dès que vous rajoutez égalité, vous commencez à avoir cette ombre de l'égalitarisme qui est derrière. Et puis, fraternité, alors là, c'est épouvantable. C'est le retour des prêtres, des curés, de l'Église, de l'orthodoxie, du dogme, de tout ce que vous voulez, du culte. Tout ça n'est pas bon du tout. Surtout que nous sommes dans un moment où, parallèlement, vous avez une montée formidable du développement des sciences, de la critique biblique, et donc les années 50, 60, 70, Darwin, la critique philologique, etc., c'est la science qui avance et qui se développe, Claude Bernard, la méthode expérimentale, etc. Donc, liquidation. Pas liquidation d'ailleurs, critique. Et nous arrivons à ce paradoxe que, malgré cette très forte critique des notions d'égalité et surtout de fraternité, eh bien, lorsque la République revient en 1880, elle reprend quand même comme devise liberté, égalité, fraternité. Mais elle la reprend dans un débat qui, évidemment, va avoir en arrière-fond, et c'est pour ça que j'ai tenu à vous donner ces éléments, tout ce qui s'est passé depuis sa naissance dans le texte de Robespierre. Les 2 questions, la réponse très forte de 1948, l'échec du moment fraternitaire, la remise en cause de la devise et en particulier de ce concept de fraternité. Alors, nous nous trouvons maintenant dans le moment précis que j'ai évoqué tout à l'heure. Et nous avons un ancien Premier ministre qui déclare, eh bien écoutez, il faut être capable de supprimer cette notion de fraternité. Nous devons le remplacer par le terme de solidarité. Pourquoi ? Parce que la fraternité n'est pas un fait, ce n'est pas non plus un concept de la raison, c'est un concept indéterminé, c'est vague, c'est sentimental, ça ne fonde pas un droit. On peut à la rigueur parler de devoir, mais on ne sait pas bien le fonder, alors que la solidarité, elle s'observe. Elle s'observe dans le système des planètes, elle s'observe dans la physique, elle s'observe évidemment, et ces sciences se développent beaucoup à l'époque, en biologie et en physiologie. La métaphore de l'organisme est absolument prégnante. Et donc il dit, il y a une solidarité de fait, on voit ce que c'est, et il faut baser la solidarité de droit sur cette solidarité de fait. Il va très loin dans son texte, il affirme l'existence de lois sociales naturelles, le terme, là c'est entre guillemets, loi sociale naturelle, expression, dit-il, des lois physiques, biologiques et psychiques. C'est aussi, vous le savez, avec Ribot, etc., la naissance de la psychologie scientifique, expérimentale, etc. L'hypothèse de Léon Bourgeois, qui doit être fondatrice, c'est que l'étude scientifique de la solidarité naturelle, dans toutes ses composantes, permettra de déduire, pour les uns comme pour les autres, leurs droits et leurs devoirs. On se trouve dans l'idée que la solidarité morale peut être fondée sur la solidarité naturelle, et en particulier que les droits et devoirs doivent être fondés, évidemment, c'est le moment organiciste, sur les interactions entre des individus qui s'associent pour mieux se développer et qui acceptent alors, en s'associant, de devoir quelque chose à la société en échange de l'avantage que cette association leur a procuré. Alors, nous arrivons à partir de cette hypothèse
à un texte que je veux vous lire, qui est tout à fait stupéfiant, et qui est ce texte dans lequel cet ancien Premier ministre dit, bon, bah, écoutez, étant donné ce que je viens de vous dire, étant donné les échecs de 48, étant donné les échecs à faire une philosophie sérieuse de la fraternité, une science de la fraternité, dans le fond, il est inspiré par le positivisme, comme beaucoup des responsables républicains à cette époque, et il dit d'ailleurs souvent, au détour d'une phrase, la fraternité est une notion théologique, ou métaphysique au mieux, mais nous ne sommes pas dans l'âge positif. Elle ne s'observe pas, elle ne se décrit pas. Ça n'est pas un fait, et ça n'est pas quelque chose que l'on peut étudier, décomposer avec ses variables, etc. La solidarité, si. Et voilà, dans un congrès qui a lieu en 1900, qui est un congrès qui se tient à Paris, d'éducation sociale. Donc nous sommes quand même 4 ans après la publication du texte. Et dans ce congrès, il répète tout ce qu'il dit depuis le début, que j'ai résumé vraiment très rapidement, mais il arrive à ça. La formule de la Révolution française est liberté, égalité, fraternité. Ai-je besoin de dire que nous n'entendons rien abandonner de cette formule? Évidemment, il se couvre quand même. Quand on dit ça, c'est qu'on va abandonner. Nos observations tentent simplement à modifier l'ordre de ces 3 termes. Ah bon? La solidarité est le fait premier, antérieur à toute organisation sociale. Elle est en même temps la raison d'être objective de la fraternité. Donc une solidarité naturelle antérieure au social est raison d'être objective de la fraternité. C'est par elle qu'il faut commencer. Solidarité d'abord, puis égalité, enfin liberté. Voilà, semble-t-il, l'ordre nécessaire des 3 idées où la Révolution résume la vérité sociale. Et donc, vous venez de le voir, nous avons une proposition faite par Léon Bourgeois, le grand homme et le grand théoricien de la Troisième République, de remplacer liberté, égalité, fraternité par solidarité en premier, égalité ou justice, il dit, en second, et troisièmement, la notion de liberté. La liberté en dernier. La solidarité en premier. Une solidarité qui s'assume d'être un fait scientifique. Et donc la solidarité, comme on dit, dans le bien, elle existe aussi dans le mal, vous le savez. Vous faites solidaire dans le mal. Les voyous sont solidaires entre eux. Hein. Les assassins aussi. Bon. Donc ce passage du naturel au volontaire, du mal au bien, il se fait naturellement. Égalité, on passe vite là-dessus, et derrière seulement liberté. Ce qui veut dire, non pas que la liberté est condition de la solidarité ou de la fraternité, mais l'inverse. Pour lui, c'est la solidarité à fondement naturel qui est condition de la liberté. Votre liberté individuelle n'est pas un droit que vous avez contre l'organisation, et on peut vous défendre contre l'organisation, l'État, parce que vous êtes libre. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, disait Rousseau. Non, vous n'avez de liberté que ce que vous donne l'organisation. Voilà le solidarisme. Petit malaise dans la salle, pas dans celle-là, dans celle du Congrès. À ce moment-là, les grands amis, ils viennent de fonder, enfin là on est en 1900, ils vont fonder en 1901 ensemble le Parti radical et radical socialiste. Ils sont tous francs-maçons. Ils sont les artisans de la Troisième République. Ils sont extrêmement proches les uns des autres. Ce ne sont pas des opposants politiques. Il parle à ce congrès d'éducation sociale devant ses amis. Ferdinand Buisson, qui va lui répondre, a été son directeur de l'enseignement primaire lorsqu'il était ministre. Et évidemment, malaise dans la salle, et là, les philosophes républicains, on va dire, mais bon, il n'y a pas de philosophes républicains, mais disons une cohorte de philosophes républicains, Ferdinand Buisson, Célestin Bouglé, Alfred Fouillet, Alphonse Darlu, le maître de Marcel Proust, tous vont monter au créneau en disant « Surtout pas, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Mais il s'adresse à un Premier ministre, à un ancien ministre de l'Éducation nationale, donc il ne peut pas lui donner un coup d'épaule et lui dire « crétin, redescendre de la tribune ». Donc ils sont obligés d'y mettre les formes. Alors voilà comment commence ce débat stupéfiant, à mon avis un des plus beaux débats de philosophie politique qui existait en France lors de ce congrès. C'est Buisson qui va intervenir et répondre. Alors il a une très grande autorité déjà à cette époque, Buisson, il a 40 ans de vie derrière lui, il a été pendant 15 ans le directeur de l'enseignement. Il peut se permettre de répondre
intellectuellement, philosophiquement, à l'ancien Premier ministre. Pour que vous compreniez sa réponse, j'espère ne pas vous donner trop d'éléments en même temps, je vais vous dire un mot quand même, avant de venir à sa réponse, pour que vous compreniez dans quel contexte il l'énonce. Le livre est de 1896, le congrès est de 1900. En 1898, il y a ce moment d'acmé de l'affaire Dreyfus. À ce moment-là, le meilleur ami, mais le maître de Buisson, qui était dans le fond le maître de l'école publique française, il s'appelle Félix Pécaud, c'est un ancien pasteur. Il a dirigé l'école normale supérieure, dans laquelle, on avait dit, c'est un Saint-Cyran laïque, il faisait une espèce de prêche laïque tous les matins aux élèves. Il est la conscience de la République naissante. Il est en train de mourir. Il appelle son fils, qui va lui-même être un agrégé de philosophie, Pierre Félix, et il lui dit, il faut que tu parles à Buisson. J'entends pas Buisson. On n'entendait pas Jaurès non plus au début de l'affaire Dreyfus. Je ne l'entends pas. Viens ici, de son lit de mort. Et le 23 avril, il fait rédiger à son fils la lettre suivante. Dis à M. Buisson qu'au fond de tout cela, l'affaire Dreyfus, il y a de sa part, virgule, de la part de M. Bourgeois, il les met ensemble, et de tant d'autres, on peut dire de tous, une erreur morale fondamentale. Ils ont sacrifié l'homme à la collectivité. Ils ont laissé pâlir, se voiler, s'oblitérer la face auguste de l'individu. Par conséquent, le droit. Ils se sont laissés abuser par la solidarité, qui n'est qu'un mot, et le plus vain des mots, quand elle n'exprime pas l'accord volontaire des volontés personnelles. J'entends des volontés parvenues à la pleine dignité humaine, capables de se contrôler, de se régler, de se réformer. Buisson va retenir la leçon, on va le voir immédiatement dans le débat. La lettre est d'avril, 31 juillet, c'est l'enterrement de Félix Pécaud. Et Buisson, qui est une notabilité républicaine, il parle d'égal à égal avec le président de la République, Premier ministre, etc., rend public sur la tombe de son ami Pécaud sa conversion au dreyfusisme. Et à ce moment-là, il considère que l'enseignement fondamental de Pécaud, qui était celui de ce que l'on a appelé l'individualisme révolutionnaire ou républicain, c'est que l'on ne doit jamais, en aucune occasion, sacrifier les droits de l'individu. Voilà ce que, tirant cette leçon, il répond d'abord à M. Bourgeois. Il fait d'abord une réponse un peu gênée, qui est une réponse, je dirais, de fait, avant d'aborder la question de droit, la question de fait. Il dit, vous dites que les uns et les autres ont une dette à l'égard de la société. C'est l'idée même du solidarisme. Nous dépendons de cette société, nous lui devons quelque chose. L'homme est débiteur. Et Bourgeois, vous verrez, propose une formule, il dit, nous sommes libres au moment où nous avons acquitté notre dette sociale. Donc nous avons une dette sociale. Buisson lui dit, c'est drôle ce que vous dites, parce qu'il y a une quantité d'êtres vivants, de nos contemporains, je le lis là, qui ne disent pas cela. Ils prétendent au contraire que la vie n'est pas un bien. Et que, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils ont tel tard physique, tel handicap, eh bien, dans le fond, ils ne voient pas ce que veut dire dette sociale. Est-ce une métaphore? Est-ce un terme précis? Est-ce un terme de droit, dette sociale? Qui en décide? La société, l'individu? Si c'est la société, nous perdons toute liberté. C'est donc d'abord une réponse, comme vous le voyez, de fait. Vous dites, nous devons tous quelque chose à la société. Ben, peut-être que celui qui a des châteaux est magnifique, a tout ce qu'il veut, a 200 de puits, je ne sais pas quoi, je dis n'importe quoi, il doit peut-être quelque chose. Mais enfin, celui qui n'a rien, qui est malade, qui est... en quoi aurait-il une dette? Et à l'égard de qui a-t-il une dette? Et qui va lui réclamer? Et comment il va la calculer? Bon, on se dit, les gentils, Buisson, c'est un argument qui en vaut un autre, mais enfin, ce n'est pas encore très philosophique. Et alors, Bourgeois, qui est un vrai politique, va répondre, vous allez voir, de façon très habile, mais complètement à côté de la question. Il lui dit, mais vous avez raison, Buisson,
Pourquoi la vie est-elle mauvaise pour un grand nombre? Point d'interrogation. Précisément parce que les autres n'ont pas payé et ne payent pas vis-à-vis d'eux ce que j'appelle la dette sociale. Donc il lui répond, mais oui, oui, c'est vrai, il y a des gens qui... Mais c'est précisément parce que la dette sociale n'a pas été acquittée. Alors, à ce moment-là, Buisson lui fait observer, c'est assez curieux ce que vous faites, et il devient un peu plus désagréable. Tout à l'heure, vous nous parliez de la dette de l'individu à l'égard de la société. Maintenant, vous avez franchi et vous avez fait un paralogisme, vous nous parlez de la dette de la société à l'égard de l'individu. Donc, Buisson élève un tout petit peu le niveau du débat dans ce congrès et dit, là, je ne peux pas admettre ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes passé d'une dette que l'individu devrait à la société, c'est comme ça qu'il serait libre quand il acquitte sa dette, à la société n'a pas acquitté sa dette à l'égard de l'individu. Nous avons changé de registre intellectuel. Et par rapport à cette objection, on voit que Bourgeois est très embarrassé, mais il continue de la même façon, et donc il propose au vote, par l'intermédiaire du président de séance, une formule que j'ai évoquée et qui est celle selon laquelle eh bien, nous devenons libres au moment où nous avons acquitté la dette sociale. À ce moment-là, Buisson redemande la parole. Il est extrêmement gêné parce qu'il a vu que l'autre avait compris son objection, mais enfin c'est un congrès, hein, on n'est pas là pour faire un cours de philosophie. Donc on avance et on met aux voix dans ce congrès la formule « c'est à la libération de la dette sociale que commence la liberté ». Buisson reprend la parole et voilà ce qu'il dit. Si ce texte est mis aux voix, et il est mis aux voix à ce moment-là, donc il interrompt la séance, je suis obligé de faire certaines réserves. En votant la proposition de M. Bourgeois, je crains que nous semblions désavouer les idées fondamentales de la philosophie libérale et la Révolution française. Il est agressif là, vous le comprenez. Car comme vous l'avez entendu tout à l'heure, Bourgeois il dit, moi, je vous donne la vraie formule de la Révolution française. Et là, il s'adresse à lui en face, devant tous les amis, il dit, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de sacrifier un siècle de pensée républicaine. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Je précise quand même pour certains, si c'était mal entendu, philosophie libérale, là, c'est employé par un socialiste. Libéral, c'est les droits de l'homme, hein. Ça veut dire uniquement ça, ce n'est pas l'économie libérale. D'accord ? Libéral veut dire philosophiquement les droits de l'homme supérieurs à la société. Évidemment, il est obligé d'être correct et il dit ce n'est là certainement l'intention ni de M. Bourgeois ni de personne ici. Et ils avaient encore un art rhétorique formidable. Bon. Mais il n'en est pas moins vrai que la proposition ainsi rédigée pourrait le faire supposer. La substitution du mot dette au mot devoir, il y a des kantiens dans la salle, ça va les intéresser, me semble même être une reculade. Devoir est beaucoup plus clair et plus vrai que dette. Abandonner le mot devoir, qui est très clair et très impératif, pour mettre à la place les mots dette sociale, c'est reculer et ce n'est pas avancer. Monsieur Bourgeois nous dit, dans une excellente explication qu'il nous a donnée tout à l'heure, les mots liberté, égalité, fraternité sont très beaux, mais enfin, il y en a un qui vaut mieux et qui les résume tous, c'est le mot de solidarité. Je suis bien fâché d'être encore sur ce point dans un très grand doute. Je ne crois pas que le mot solidarité remplace ni égale aucun des trois mots de notre devise. Aucun des trois mots de notre devise. Liberté, égalité, fraternité. Je crois plutôt qu'il embrouille la question. Je crains qu'en substituant, je m'arrêterai là, c'est assez clair, le mot solidarité au mot fraternité, nous n'allions à l'encontre de notre but. La solidarité, c'est ce qu'ont très bien connu les républiques antiques. Athènes et Rome ont connu la solidarité, mais elles n'ont pas connu la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous avons, avec ces trois mots-là, des mots extrêmement explicites. Je considère qu'on ne peut pas voter cette proposition
et c'est avec une grande peine de cœur que je verrai rayer le mot devoir et le mot fraternité du vocabulaire républicain. Nous sommes donc à ce moment où un homme se lève, d'autres l'avaient fait parallèlement. Darlu, je vous l'ai dit, fouillé dans plusieurs de ses ouvrages, et où il indique que remplacer fraternité par solidarité, c'est revenir sur la philosophie libérale, individualiste de la Révolution française, sachant que le terme fraternité n'interdit pas du tout, et au contraire autorise, tout en préservant la liberté, la législation sociale, c'est-à-dire la justice. Hein? Donc, nous finissons parce que Bourgeois, il laisse passer un peu de temps, c'est toujours désagréable d'avoir reçu une telle correction dans un congrès public par une conscience, apôtre et conscience, comme dit Pierre Nora de Ferdinand Buisson, de la République française, mais il va effectivement modifier sa doctrine. Dès l'année suivante, dans des conférences à l'école des hautes études, il revient sur sa définition de la solidarité, solidarité morale, solidarité sociale, qui pourrait dériver de la solidarité naturelle et biologique, vous vous en souvenez. Et il dit, les sociétés humaines obéissent, c'est vrai, aux mêmes lois que l'agrégat biologique. Mais pour autant, elles rajoutent par rapport à ce dernier un élément nouveau. Et, entre parenthèses, il met la pensée, la conscience, la volonté. Lorsque vous réintroduisez la pensée, la conscience, la volonté, vous êtes en train, évidemment, de montrer qu'on ne peut pas déduire le droit du fait, la solidarité morale, de la solidarité organique. Il admet d'ailleurs que la société comme organisme requiert d'abord le consentement des individus qui la composent. C'est l'idée d'organisme contractuel qu'il reprend à Alfred Fouillé. Et donc, il reconnaît que le biologique dépend du spirituel, que la solidarité n'est pas condition de la liberté, mais que c'est l'inverse, elle dépend de la liberté et de l'idée de justice. Fin de cet épisode, la devise reste bien liberté, égalité, fraternité. La solidarité est évacuée. En 1903, dans une conférence, Célestin Bouglet résume tout ce débat, qui sera publié en 1904 dans son livre Solidarisme et libéralisme, qui a été republié d'ailleurs par Alain Policard. Et il dit, eh bien, voyez, la philosophie de Bourgeois, en 1901, elle n'est plus du tout ce qu'elle était en 1900, elle n'est plus du tout ce qu'elle était en 1896. Il est passé d'une philosophie à tendance fortement naturaliste à une philosophie morale, quasiment spiritualiste. D'ailleurs, je note, dit-il, que M. Bourgeois emprunte maintenant les mêmes formules que Kant. C'est là-dessus que je veux conclure. On pourra parler du kantisme de nos républicains. On voit bien deux choses étonnantes. La fraternité est réhabilitée en 1900 pour les mêmes raisons qu'il l'avait condamnée en 1850. En 1850, la fraternité est l'expression de l'organicisme, de l'étatisme, de l'oppression de l'individu par le collectif. En 1900, elle revient comme expression, en réalité, de l'individualisme républicain. Je crois que cette interprétation donnée par Buisson est l'interprétation juste, par-delà, je dirais, la difficulté qu'a représenté incontestablement le moment 48, et que ce faisant, ils reviennent à la vraie philosophie républicaine initiale, celle de Robespierre et de Pierre Leroux. Je vais vous donner deux citations qui vont normalement vous surprendre. L'une de Robespierre, que intelligemment d'ailleurs Tocqueville cite dans le débat du droit au travail en 1948. Écoutez, c'est du Robespierre. Fuyez la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner. Pas l'idée qu'on se fait du bonhomme d'habitude. Laissez aux individus, laissez aux familles le droit de faire ce qui ne nuit point à autrui. Laissez aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires, en tout ce qui ne tient pas à l'administration générale de la République. En un mot,
rendez à la liberté individuelle tout ce qui n'appartient pas naturellement à l'autorité publique, et vous aurez laissé d'autant moins de prise à l'ambition et à l'arbitraire. Un Robespierre curieusement individualiste et, je dirais, libéral. Pierre Leroux, maintenant, c'est à la fois celui qui a sans doute le plus théorisé la devise républicaine, mais c'est l'inventeur du mot socialisme. Donc il est intéressant de le lire. Et voilà ce qu'il écrit, parlant d'ailleurs de Robespierre. « Nos pères avaient mis sur leur drapeau liberté, égalité, fraternité. Que leur devise soit encore la nôtre. Ils n'avaient pas conclu de je ne sais quel système social à l'individu. Ils n'avaient pas dit la société doit être organisée nécessairement de telle ou telle façon et nous allons enchaîner le citoyen à cette organisation. Ils avaient dit la société doit satisfaction à l'individualité de tous, elle est le moyen de la liberté de tous. » Je crois que Buisson, dans ce débat par lequel nous avons gardé notre fraternité républicaine, elle est sans doute sécularisée, elle n'est sans doute plus la loi agraire, mais où nous avons gardé contre la solidarité cette notion de fraternité, eh bien, convient à la vraie doctrine républicaine telle qu'elle s'était exprimée depuis son origine chez Robespierre et chez Pierre Leroux. Et je crois qu'il ne serait pas inutile en France que plutôt que d'ignorer totalement notre propre tradition, eh bien, nous nous y intéressions un peu. Pourquoi ? Parce qu'il en est dans les sociétés comme des individus. Lorsque vous avez du mal avec votre passé, vous avez en fait du mal avec votre présent. Et bien sûr avec votre avenir. C'est pour ça que parfois on vous fait faire un travail de réminiscence ou d'anamnèse pour mieux vous projeter dans l'avenir. Une société qui s'ignore, qui ne connaît pas son passé, qui le méconnaît, qui ment sur lui, qui trahit ses auteurs, eh bien est une société qui a du mal dans son présent et du mal dans son avenir. Voilà, j'ai eu un grand plaisir à vous présenter ce petit débat d'un moment, un moment 1900, mais qui, je crois, peut avoir des résonances pour notre réflexion et aussi pour les temps qui viennent. Très grand merci à Vincent Payon pour cette conférence éblouissante et très intéressante dans le détail, qui permet aussi de synthétiser un grand nombre de thèmes abordés dans vos ouvrages récents et dans vos recherches du Centre d'études sur les républicanismes que vous avez créé. Alors, je serai très bref, je vais me limiter à lancer le débat. Je dois dire qu'à certains moments, j'avais un petit peu envie de me faire l'avocat du diable à propos de bourgeois. Il y a évidemment quelque chose d'extrêmement bizarre chez le premier bourgeois, vous l'avez très justement souligné, en ce qui concerne l'articulation de la pensée sociale et politique au biologique, plus largement une conception naturaliste des choses. Néanmoins, Bourgeois est un progressiste. Bourgeois s'intéresse à l'idée morale, s'intéresse à des visées morales finalement intangibles, faire progresser les choses, s'assurer de la satisfaction des besoins, ce qui prend chez lui une forme extrêmement concrète à travers son action dans le milieu médico-social finalement, son intérêt pour l'enseignement, un tas de choses. Donc, dans cette activité protéiforme, on voit bien un souci du progrès concret d'une certaine morale, une référence à l'idée morale qui finalement est déjà présente dans sa période pré-Buisson, si j'ose dire. Il me semble que c'est quelque chose qui doit faire réfléchir, en effet, parce qu'il y a un mystère dans cet enracinement biologique qui finalement a eu tout de même un impact formidable en France, énormément d'influence, a conditionné l'évolution d'une certaine pensée sociale et d'une certaine manière de penser l'action sociale. Est-ce que ce débat est complètement mort ? Je me demande si finalement il n'est pas intéressant de reconsidérer les ambitions méthodologiques qui ont conduit à ce type de recherche d'enracinement dans une approche scientifique de la solidarité.
Si l'on voulait sauver quelque chose dans cette première approche, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement faire droit à une ambition méthodologique qui est une ambition d'explication? Il y a toujours des choses à expliquer sur la solidarité, sur l'interpénétration des actions dans la société, l'interpénétration des intérêts, l'interpénétration des responsabilités. Il y a toujours des choses à expliquer, il faut progresser dans ce domaine, et plus on expliquera, mieux ce sera. Il faut convoquer toutes les sciences, il faut éventuellement s'inspirer de la biologie dans certains cas. Est-ce que c'est toujours en contradiction avec une approche morale des droits? Est-ce que ce n'est pas à un certain niveau complémentaire? Est-ce que ça ne peut pas être complémentaire? Alors évidemment, Bourgeois lui-même n'a pas évité cette tendance réductionniste qui donne lieu, vous l'avez expliqué excellemment, à un diagnostic de positivisme étroit, inadapté au type de questions qu'il aborde. Mais en même temps, la question du progrès social est toujours liée à des impératifs d'action, de préparation de l'action, d'explication liée à l'action. Et il y a bien un aspect méthodologique de sa contribution de ce point de vue. Finalement, il essaye de déterminer une espèce de matrice de l'action collective qui lui semble importante pour fortifier ce que certains aujourd'hui appellent les capacités collectives, les capacités d'État en particulier. Donc peut-être y a-t-il tout de même quelque chose à sauver de ce point de vue. Le problème étant évidemment les écueils qui entourent les rapports de l'être et du devoir-être, les rapports du fait et du droit. Il est aisé de franchir la barrière trop vite, et Bourgeois, évidemment, le fait assez souvent. Par ailleurs, il y a la nécessité de penser le substrat social de la concrétisation du progrès. Alors, Bourgeois le fait d'une manière qui est à certains égards inquiétante du point de vue des idéaux libéraux classiques. En même temps, c'est toujours un problème. C'est toujours un problème. La proclamation des grandes idées libérales se heurte à des problèmes matériels que vous avez rappelés, en soulignant leur lien avec des solutions pratiques présentes dès les origines du républicanisme français. Et il faut toujours certainement penser cette articulation. Donc risque de réduction, oui, mais en même temps prise en compte sérieuse des conditions de la solidarité, des bases qui permettent une certaine implémentation, une certaine concrétisation des idéaux transformateurs dans la société, des idéaux qui sont des vecteurs de progrès. Et peut-être ces débats sont-ils parallèles à certaines questions que l'on peut poser à partir des contributions du socialisme allemand, par exemple dans les textes publiés dans le volume Le concept de philosophie, il y a bien cette idée que l'État n'est pas complètement séparable de l'économie et de la société. Et finalement, cette affirmation de conjonction voisine avec la dénonciation du naturalisme. Il faut porter ses regards au-delà de tout naturalisme, mais finalement tout en évitant de se contenter d'une séparation trop facile des enjeux de l'union civile, d'une part, et d'autre part de la réalité des interdépendances dans l'économie et la société. Donc il y a une nécessité de penser ensemble ces choses-là, de penser leur cohérence, mais aussi les tensions et notamment l'aptitude de certaines dégradations des liens sociaux, économiques, à saper la concrétisation d'idées importantes du point de vue de l'union civile. C'est un premier point que je voulais souligner. Peut-être un deuxième point concernerait l'ambiguïté du solidarisme, parce
parce que d'un côté, le solidarisme contient en lui effectivement des éléments de sollicitation, des idées intuitives de fraternité, dans un sens qui ne garantit pas tous les droits aux individus, ou qui, en l'absence de garde-fous, permettrait, comme d'ailleurs dans l'utilitarisme, une prédominance du tout sur les partis, mais en même temps, le genre de solidarité auquel s'intéresse Bourgeois, c'est quand même quelque chose de très proche de la solidarité organique de Durkheim, une solidarité qui respecte l'individualité, qui respecte l'autonomie des entités constitutives de la société, ce qui donne à sa doctrine évidemment une grande importance dans le rapport d'opposition en France au type de réforme sociale que porte Bismarck. Donc une attention à la solidarité qui a un ancrage naturaliste, mais qui accorde une extrême attention aux vertus de l'autonomie des entités, d'une manière qui, bien sûr, est en deçà des idées absolues sur la liberté, des perspectives radicales sur la destination à la liberté, plus typiquement idéalistes, mais qui, en même temps, peuvent jouer un rôle important lorsqu'il s'agit de la concrétisation des idées d'émancipation, des idées de progrès social. Par exemple, dans la conjonction entre le solidarisme et le mouvement de la mutualité, dans l'essor extraordinaire de la mutualité dans sa version française, qui évidemment accorde une très grande importance à la liberté, à l'autonomie, à la responsabilité, à des choses qui ne relèvent pas de l'écrasement de l'individu par la collectivité. Un autre aspect, je trouve extrêmement intéressant de votre conférence, c'est le rapprochement autour de 1848 de la question du travail et de la question de l'union, sans laisser de côté la question, les formes d'union que portent les religions révélées, les religions civiles, les religions à imaginer à nouveau, etc. Alors c'est une question, c'est un rapprochement qui me semble extrêmement important, parce qu'il peut conduire à réfléchir à la manière dont le travail peut être un vecteur de fraternité, peut être un vecteur de rapprochement, un vecteur d'union, au lieu d'être simplement une modalité de répartition des tâches, une modalité de répartition des ressources dans la société, ou une modalité simplement productive. Le travail est aussi une mesure commune aux hommes, quelque chose qui permet aux actions de s'ajuster, qui permet de tenir compte de l'action des autres dans sa propre action, d'une manière que l'on pourrait décrire dans des termes comme ceux de Maurice Blondel dans l'Action, qui insiste sur le fait que l'action commune s'institue comme une mesure dans l'action des uns et des autres. Donc cette question du travail reste, je crois, tout à fait intéressante à rapprocher de la question de l'union et des formes fraternelles d'union. C'est un point qui me semble assez bien évoqué, par exemple, dans les travaux récents de Frank Fischbach, dans son livre sur l'idée de société en particulier, puisque c'est précisément un registre dans lequel il y a beaucoup à faire pour se déprendre de conceptions radicalement naturalisantes du travail, qui, au fond, sont extrêmement présentes dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Donc ce rapprochement tout à fait passionnant. Il y aurait beaucoup à dire sans doute sur la référence à la religion, et en particulier peut-être en pensant au monde contemporain, plus récent, a la tendance à vouloir retrouver des éléments de religion civile sous la forme de normes absolues. Je pense par exemple à l'effort de recréation d'une religion civile de type néolibéral chez Buchanan et Brennan, cette idée que l'organisation politique est dangereuse pour la société, et donc il faut proclamer
proclamer des espèces d'articles de foi pour que la société ne s'éloigne pas de ce qui est fondamental au type d'union auquel elle doit aspirer, mais finalement, dans des philosophies qui sont beaucoup plus méfiantes que celles que vous avez évoquées, en ce qui concerne le rôle de l'État, les vertus de l'action collective, les vertus de la mobilisation, les philosophies devenues sceptiques sur l'émancipation, etc., eh bien, on s'aperçoit que le motif de la religion comme motif d'union ne disparaît pas complètement, mais s'éloigne du travail, s'éloigne de ce qui rapproche les hommes de manière souple dans la découverte de mesures communes, de l'action, de l'émancipation, de l'initiative collective, pour prendre plutôt, disons, la forme la plus ossifiée de la religion, à savoir des articles absolument intangibles, des règles absolument intangibles, dans une manière d'assumer ce que les philosophes dénoncent souvent comme l'idolâtrie de la loi ou le culte de la norme pour elle-même. Donc en pensant que les hommes sont faits pour la norme ou la loi et non pas l'inverse. Donc il y a des manières qui sont peut-être assez préoccupantes de retrouver aujourd'hui la référence à un absolu, à des règles absolues, à une forme de religion qui garantit l'union d'une manière qui laisse complètement de côté des choses comme le travail, ou la mobilisation, ou l'action collective, auxquelles on pourrait davantage penser, peut-être dans l'esprit de 1848, pour renvoyer une compréhension positive de la religion, fût-elle sécularisée, ou de la fraternité communiquant avec des idées d'origine religieuse, fussent-elles pleinement sécularisées, lorsqu'il s'agit de réfléchir à l'union civile et à la manière dont l'organisation sociale favorise ou défavorise l'union des citoyens. Voilà, alors je vais m'arrêter là. Simplement, je pensais à d'autres questions liées à vos contributions récentes sur la concrétisation institutionnelle de la fraternité. Peut-être que cela pourra intervenir dans le débat, je ne sais pas. Est-ce que finalement les questions de fraternité aujourd'hui ne se heurtent pas de manière régulière, de manière peut-être assez profonde, à des doutes sur la possibilité de les mettre en œuvre par les moyens du politique? La fraternité est une valeur omniprésente dans la société, mais elle est constamment rapportée au secteur associatif, à l'initiative humanitaire, souvent décentralisée, non concertée. Elle est constamment ramenée au bon vouloir des uns et des autres, au développement de bons sentiments. Pratiquement tous les éditoriaux de journaux parlent de cela presque tous les jours. Alors que le gouvernement, le politique, l'organisation sociale concertée semblent souvent relégués aux marges. Donc, comment expliquer cela? Et même dans un pays où la question, Vincent Payon l'a excellemment rappelé, a été absolument centrale, a été déterminante pour le débat politique, vraiment sur ces lignes de fait. Comment expliquer cela? Est-ce qu'il faut invoquer la défiance envers l'État, le progrès d'une conception naturaliste de l'individu, de ses pouvoirs, comme peut-être dans le libertarisme? Faut-il se tourner vers des conceptions de la responsabilité qui sont trop étroites, trop individualistes? Faut-il penser que notre pensée politique est souvent dominée par la référence à des droits dont l'exercice est supposé d'emblée unilatéral, des droits vraiment purement individuels qui, dans l'oubli des médiations nécessaires que vous avez rappelées, et qui assurent non seulement la compatibilité avec l'égalité, mais aussi le caractère raisonnable de la synthèse des droits et des autres, leur caractère soutenable, leur convergence avec des finalités humaines très générales. Peut-être également un souci de minimalisme dans la mobilisation des notions morales, comme la fraternité, lorsqu'il s'agit
d'organisation politique, lorsqu'il s'agit de gouvernement, lorsqu'il s'agit de législation, une certaine réticence peut-être à mobiliser ce type de référence pour des raisons qui ne sont peut-être pas éloignées des réticences qu'exprimait en son temps Léon Bourgeois. Est-ce que ce n'est pas trop sentimental? Est-ce que ce n'est pas trop lié à des convictions particulières qui ont leur histoire particulière, mais qu'il ne faut pas mettre au centre de la République, etc. Donc voilà quelques interrogations que je formule, mais seulement pour lancer le débat et l'ouvrir. Oui. Merci. Paul Arnaud, Monsieur le Ministre, vous avez fort bien redressé l'évolution des idées de la solidarité, mais un petit regret, si je peux me permettre, vous n'avez pas abordé cette question du phalanstère, c'est-à-dire cette communauté d'individus où on peut voir directement ce qui se passe en face de soi, tout organisé dans une ville circulaire. Est-ce que c'est la négation pour vous de la fraternité à partir du moment où l'égalité des conditions de vivre est totale? Il n'y a plus de pondération, comme vous l'avez fort bien dit, possible pour respecter un coin de vie privée, de liberté chez chacun. Est-ce que, plus largement, dans ces époques actuelles où l'on parle volontiers de participation citoyenne, est-ce que ce n'est pas un peu cette même idée de phalanstère qui revient, c'est-à-dire la volonté de permettre la contribution de chacun face à l'œuvre commune et voir ce que tout le monde peut apporter au pot commun, en faisant un peu un tombé de rideau sur les dimensions privatives des gens. Tout doit être mis au pot commun. Est-ce que c'est négateur pour vous de ces idées de solidarité, de fraternité, ces pensées de phalanstère et ces pensées actuelles de participation citoyenne? Bon, la tâche est immense. D'abord, pour vous répondre. Bon, mon sentiment, c'est que par rapport aux questions que vous avez posées, je vais faire de façon, comment dirais-je, incisive, pour pouvoir répondre au maximum de questions. Oui, il y a coexistence chez les républicains de la Troisième République entre deux philosophies différentes, entre lesquelles ils n'arrivent pas à choisir, donc il y a une juxtaposition entre ce qu'on appelle une philosophie des Lumières, des droits, et le positivisme, qui vient à la fois des progrès de la science, de certains besoins de l'intelligence politique ou étatique dont on va reparler, et qui est formulé à travers le positivisme. Vous avez un très bel article de Mona Ozouf dans un livre déjà ancien qui s'appelle « Le siècle de l'avènement républicain » qu'elle avait fait avec Furet, où elle décrit, à mon avis, au plus près, vous avez ça chez Clémenceau, ils sont tendus entre, d'un côté, d'ailleurs ce qu'on appelle le néo-kantisme des républicains français, l'idée, la morale, le devoir, et de l'autre côté, le positivisme. Donc ça donne chez des gens qui n'ont pas... Là, nous parlons d'hommes politiques écrivant des textes théoriques. Ça donne par moments, vous voyez, des textes, disons, qui vont dans un sens un peu marqué, comme les premières... mais il a changé très vite quand même, hein. C'est-à-dire qu'il est retombé sur son autre pied quand les autres lui ont dit, là, tu es allé un peu de... Donc les deux coexistent, c'est une réalité. Deuxièmement, attention, quand même le premier bourgeois, sa référence, c'est Isoulé. Isoulé est un sociologue, organiciste, qui va d'ailleurs être élu au Collège de France en 97 contre Durkheim. Et ils sont organicistes, ils ne sont pas individualistes. Durkheim, son grand texte que vous connaissez, hein, sur les deux individualismes, dans la Revue Bleue, est socialiste et totalement individualiste. Il n'est pas... il distingue, hein, mais il tient à dire
que cette solidarité a produit justement l'individu, dont il dit d'ailleurs, vous parliez de religion, que ça doit être la religion que nous devons créer, cette religion de la personne. Et quand vous avez le terme personne, vous êtes à la fois Renouvier, mais vous n'êtes pas loin de Kant dans ces lectures-là. Bon. Donc, il y a quand même une différence. Troisièmement, vous avez raison, mais ce que vous dites sur, dans le fond, dans quelle mesure la sociologie pourrait nous aider, donc la connaissance, voire l'explication plutôt que la compréhension. Là, on est renvoyé à des débats allemands du début. Ce qui m'a beaucoup frappé ces derniers temps, c'est que c'est la préoccupation de nos jeunes sociologues. Je ne sais pas si vous avez vu le livre de Karsanti et de Lemieux. Moi, je n'ai pas pu, ils m'avaient invité à venir débattre avec eux, mais c'est tout à fait fascinant. C'est-à-dire qu'ils reviennent à cette idée d'une jonction entre sciences explicatives et, dans le fond, une politique prescriptive. Je rappelle d'ailleurs que les débats qu'on a chez les économistes aujourd'hui sur cette question sont les mêmes débats que nous avons eus en 1948, c'est-à-dire que l'économie fraternelle, celle en gros de la Commission du Luxembourg, disait nous on ne veut pas simplement décrire le réel. L'économie, elle est toujours une économie politique. Et elle est toujours normative. Ne racontez pas d'histoire, c'est quoi une science purement descriptive? Où vous avez vu ça? Travaillez vos concepts, les amis, travaillez votre méthode, comme vous dites. C'est un chemin vers la vérité. Bon. Donc, vous avez raison, ce qui veut dire que je crois qu'en fait, la tension dont vous parlez, et on voit bien ce débat, elle est permanente. Ça fait partie de l'intérêt des grandes questions, disons, je vais les appeler philosophiques, mais qu'à tout moment du temps, elles reviennent dans des formes différentes, il ne faut pas les amalgamer, mais c'est toujours le même débat. Bon. Débat empirisme, intellectualisme, le débat, etc. Bon, on est toujours sur le même. Est-ce que l'idée est là d'abord? Est-ce que je l'extrais de l'expérience? Est-ce que je la corrige par l'expérience? Donc on est dans ce cheminement. Ils sont en plein, mais quand même, moi je trouve ça très intéressant parce que, dans le fond, dans le travail intellectuel qui est le nôtre, là je vais parler des philosophes spécifiquement, comprendre que ces bougées sont liées aussi à l'histoire qui se fait, donc que nous ne sommes pas totalement décontextualisés. Ils ne le sont pas. C'est pour ça que j'ai tenu quand même à vous dire un mot sur 1898. Le problème est beaucoup plus dur, l'organicisme, après l'affaire Dreyfus, quand vous avez le parti clérical, M. Brunetière, etc., qui disent raison d'État, c'est pas grave, on piétine un mec, il est juif en plus, c'est pas important. Alors qu'avant, en 1804, avant, c'est beaucoup moins grave, ils ne sont pas dans cette logique, puisqu'ils viennent corriger des abus. Ils doivent corriger les abus de 48, trop organicistes. Donc, ils deviennent plus individualistes. Bon. Et on est toujours au plus positiviste. Donc, on est quand même dans des moments où on voit, et c'est pour ça qu'il faut être très méfiant sur les concepts. Parce que si les gens ne font pas attention, d'ailleurs, là, j'ai joué solidarité dans le temps du débat de 1900. Mais en fait, solidarité, si on faisait l'histoire du terme, qui est déjà présent chez Leroux, chez Picker, etc., il y a un assez joli livre de notre collègue Marie-Claude Blé sur l'histoire de la solidarité. La solidarité, elle change. Il y a les deux solidarités chez Durkheim. Elle n'a pas toujours non plus le même sens. Donc, et là, il faut faire très attention, parce que moi, je ne crois plus, après 35 ans de pratique, à le dialogue des concepts à travers le temps de façon totalement décontextualisée. Ça ne marche pas. La notion de droit, de justice, de solidarité, tout d'un coup, il faut la faire rentrer. Et en plus, nos philosophes sont, et alors très particulièrement en France, parce qu'on s'est trompé là-dessus, mais nos philosophes sont des acteurs politiques. C'est-à-dire que ces types-là, le type, il fait quand même ce livre qui n'est pas rien, Solidarité, mais il est président du Conseil. Et les types qui lui répondent sont des normaliens, des agrégés, tout ce que vous voulez, c'est formidable, mais enfin, ce sont en même temps des hauts fonctionnaires, des députés, des créateurs de partis, des présidents de Ligue de droits de l'homme, ils sont les mains dans le cambouis. Donc, du coup, la façon dont ils agencent leur concept, elle est très liée aussi au combat, aux circonstances, au dispositif institutionnel. Troisièmement, là, il faut admettre l'idée que le vrai débat, il est précisément, vous savez, Buisson est plus à gauche dans le parti radical que Bourgeois. Et ce qui est bizarre dans ce moment historique, moi je n'en tire pas de leçon générale, mais vous vous souvenez, Jaurès disant le socialisme, c'est l'individualisme logique et complet, etc. Ce thème, il est lancinant, le texte de Leroux, je vous ai lu, c'est ça aussi. Le vrai individualisme, c'est le socialisme. Vachereau dit la même chose, le philosophe Vachereau, il dit, mais le socialisme, bien entendu. Parce que votre liberté des libéraux, ce n'est pas la liberté, c'est la liberté pour quelques-uns, la servitude pour le plus grand nombre. Bon. Le socialisme, c'est quoi? C'est précisément ce que vous avez dit vous, c'est-à-dire c'est les moyens
dispositif industriel, dispositif social, dispositif législatif, dispositif scolaire, qui permettent à tous les individus de réaliser leur liberté. C'est tout ce qu'ils veulent. L'ignorance et l'indigence, ils ont toujours ces deux termes. Je dois lutter contre l'ignorance, elle m'empêche d'être moi-même, et donc c'est le dispositif scolaire, et la bagarre continue à l'époque avec l'école unique, et c'est le dispositif, évidemment, qui est social. Alors là, sur ce point-là, faites attention à... Enfin, je reprends ce que vous dites. Pour eux, et je fais le lien avec le phalanstère, pour eux, depuis le début, la question, ce n'est pas l'État. Ça, c'est leurs adversaires. C'est les libéraux qui disent, vous, socialistes, vous êtes étatistes. Et là, c'est mort. Eux, depuis le début, ils veulent des associations. Le sous-titre de la revue encyclopédique de 1830, la première revue républicaine dans laquelle vous avez les premiers textes de Leroux, c'est Liberté, Égalité, Association. C'est extraordinaire. Et le leitmotiv du 19e, chez les plus libéraux, le kantien Jules Barny, c'est l'association. Il faut une intervention de l'État. L'école publique, l'armée, les chemins de fer. Donc ils ont un programme très précis. Je ne suis pas entré dans les programmes politiques. Mais ils disent, attention, ce n'est pas le tout État. C'est l'État régulateur, pas monopoleur. Et donc, il faut des alternatives. Et c'est le plus grand échec du socialisme ou du républicanisme français au XIXe, c'est que leur solution, c'est l'association. Ce que vous appelez le phalanstère. Bon. Vous m'avez parlé du travail libérateur, c'est le travail attrayant de Charles Fourier. Ça fait pisser de rire tout le monde. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gars arrivent, en particulier Marx, et ils disent, le travail attrayant, ben, enfin, c'est une plaisanterie. Le travail, c'est une aliénation. Regardez la condition. En plus, on est dans un siècle où, en même temps que se développe l'industrie, le paupérisme croît. Donc, l'échec majeur, c'est les associations. Il y a eu des milliers d'associations. Donc là, aujourd'hui, les gens redécouvrent les politiques. Mais des milliers d'associations. Et de 1848, de Louis Blanc, ce qui reste, c'est les associations. Elles ont duré 10 ans, 20 ans, 30 ans, et elles échouent. C'est comme les kibboutz en Israël. Hein. À un moment, ça ne va pas. Et l'État devient plus fort. Mais on leur renvoie, et eux, ils passent leur vie à dire « mais non, mais non, mais non ». Alors Jean-Fabien Spitz, votre collègue, a édité, à ma demande, des textes de Louis Blanc au bord de l'eau, en 2011, dans lesquels il a incroyablement bien choisi les textes, où on voit comment Louis Blanc, en permanence, il est accusé d'étatisme, et il dit « mais hé, les gars, pas du tout ». Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, les ateliers nationaux, c'est-à-dire que c'est l'État qui va employer tout le monde, l'État qui va commander le travail, ont été faits contre la logique associative, contractuelle de la Commission du Luxembourg. Qu'est-ce qu'ils font au Luxembourg? Ils font des arbitrages entre patrons et ouvriers, ils négocient et ils veulent les associations. Les associations, ça veut dire quoi? C'est la fraternité, vous avez raison, dans l'entreprise. Je finis mon livre là-dessus. Jaurès avait toujours ce rêve, c'est-à-dire que dans le fond, il faut faire si vous voulez, il faut faire dans l'industrie ce qu'on a fait dans la cité. Nous devons tous être citoyens et participer dans la cité à égalité. Eh bien, ça doit être la même chose dans l'entreprise. Donc, ils ont le rêve tout au long du XIXe siècle de cette citoyenneté dans l'entreprise, qui est un terme qu'on emploie encore aujourd'hui, et qui fait que on se retrouve avec cette idée d'un travail attrayant, non aliénant, démocratique. Je vais vous citer une phrase pour bien vous montrer que c'est central dans cette tradition. C'est la phrase de Jaurès. Jaurès dit dans la vie économique comme dans la vie politique, dans l'atelier comme dans la cité, nous ne devons séparer aucun des trois termes de la devise. Et d'ailleurs, bon, moi, j'ai enlevé plein de trucs, je suis déjà toujours beaucoup trop long, mais Barny dit exactement la même chose. À la fin de ce texte kantien, qui est la morale dans la démocratie, il vient quand même à la nécessité, des associations. Il dit qu'il faut quand même une politique sociale. On ne peut pas faire que de la morale. Donc le tu-dois, le respect de la dignité, ça, bon, à un moment, il faut. Et là, il a deux moyens, et il n'en exclut aucun, les associations de l'entreprise, et deuxièmement, quand même, la législation sociale, c'est-à-dire l'intervention de l'État, les secours, etc., etc. Bon. Donc, il y a une concrétisation de la fraternité. Le problème, c'est que ça ne marche pas bien. Et sinon, si vous voulez, ce qui est énigme au plan philosophique serait résolu par le plan pratique.
mais la liberté non plus, l'égalité non plus. Donc, il y a plein de moyens de concrétisation, c'est passionnant d'ailleurs, à étudier. Il y en a plein aujourd'hui. Hein. Moi, je suis, j'imagine vous aussi, ça vous amuse, mais c'est en train d'exploser en France. Les gens inventent de nouvelles monnaies, les gens inventent de nouvelles pratiques, mais où le terme de fraternité est extrêmement présent. Ma fille m'envoyait tout à l'heure, elle était chez Monoprix, un truc là comme on fait maintenant dans le téléphone, en me disant quand même, c'est très fort le lancement de ton livre Liberté, Égalité, Fraternité. Monoprix, ils ont fait des t-shirts pour la nouvelle collection avec écrit Fraternité dessus. C'est partout, fraternité. Quand j'étais ministre de l'Éducation, et depuis qu'on a eu les attentats, M. Bidard, fraternité, M. le ministre, il faut des cours sur la fraternité, il n'y a pas de... Il y a une espèce, au contraire, de logomachie, ou de je ne sais pas quoi, de bouillabaisse, où on ne sait pas très bien ce qu'on entend, parce que c'est du retour du religieux, vous l'avez très bien dit, il y en a quelques-uns qui s'en servent. Est-ce que c'est, etc. Mais en tout cas, on n'analyse pas très précisément les concepts qu'on utilise. Mais je ne dirais pas qu'il n'y a pas de présence de la fraternité. Pour moi, il y a au contraire, vous savez, ce moment où les choses sont tellement présentes qu'elles deviennent insignifiantes. Je trouve qu'il y a aujourd'hui une espèce de blabla fraternitaire qui masque plein de choses. Deuxième question que vous avez soulevée, qui est quand même très importante là-dessus, c'est vous dites cette concrétisation, est-ce que l'État ne se défausse pas? Et là, c'est un sujet, dans le fond, hein, c'est un peu ce que vous sous-entendez par la charité. C'est compliqué parce que, bon, moi je le vois, évidemment, étant donné ma foi politique, mes croyances, mes engagements, mes actions, dans le fond, il est difficile de faire comprendre à des gens que lorsqu'on a 50% ou 55% de dépenses socialisées, bah, on n'est pas en train de mettre en œuvre des politiques sociales et fraternitaires. Si vous lisez la seule, je vais être plus précis, la seule thèse qui existe en droit public sur la notion de fraternité, celle du professeur Borghetto, il prend comme exemple une concrétisation de la fraternité, le RSA, en disant on est à la fois dans des logiques d'accompagnement individuel et en même temps on va donner d'une certaine façon des moyens publics prélevés sur les impôts de tous, etc. Jusqu'à 50% de la richesse collective. A priori, notre école, peut-être changé maintenant, mais notre école est encore à peu près gratuite, notre université appauvrie, mais est encore à peu près accessible. Bon. Donc les gens ont du mal, et plus ils sont modestes, plus ils ont du mal à entendre ce discours. Moi, je m'occupe d'aide au développement, donc ce matin, je travaillais sur 4,7 milliards d'euros d'aide aux pays les plus déshérités pour l'éducation. 4,7 milliards. La France vient, les gens ne suivent pas beaucoup ça, d'augmenter, mais c'est une bonne chose, sa participation au programme mondial d'éducation à Dakar. Bon. Mais cet argent, si vous le dites à des gens qui sont en grande difficulté, alors je ne sais pas quoi, dans les territoires abandonnés de l'Aisne, etc., vous dites, vous savez, on envoie 4,7 milliards d'euros pour donc c'est une réalité, elle n'est pas négligeable. Vous voyez ce qu'est 4,7 milliards par rapport, par exemple, au budget de l'université française. Bon. Donc, là, on a vraiment une discussion qu'il faudrait qu'on affine, parce que je ne crois pas, d'ailleurs Maurice Agulon est le seul à avoir dit ça, je crois qu'il y avait aussi, il a dit finalement c'est assez incroyable, les 48 arts, on les a passés par-dessus bord dans l'histoire française, mais en réalité, on a réalisé l'histoire française, qui se donne d'autres modèles interprétatifs, elle a réalisé une très grande partie de ce qu'était le projet des 48 arts. Alors, je vois bien que des gens ont envie de décomposer ce qui a été construit, et y compris avec le Conseil national de résistance après. Mais le fait est que, domaine assurantiel, domaine mutualiste, domaine scolaire, c'est quand même un truc énorme, même si les inégalités scolaires sont considérables, et en particulier chez nous. Donc, c'est vraiment une question, si on doit l'aborder philosophiquement, finement, qu'il faut traiter là, je trouve, avec le réalisme de l'information des politiques institutionnelles tel qu'il est. Parce que, vous l'avez vu sur l'aide au logement, vous le voyez sur, etc., les budgets mobilisés sont absolument socialisés, si vous voulez autrement, sont absolument impensables au XIXe siècle. Là, on vient de parler de gens, quand il écrit sur la prévoyance, ils n'imaginaient pas qu'il y aurait des lois sur les retraites. La loi sur les retraites, elle intervient après le débat qu'on vient de voir. Je ne vous parle pas de l'assurance maladie. Il devait y avoir l'assurance accident du travail qui avait dû commencer. Mais, donc tout ça n'existe pas. Donc on est, il n'y a pas l'école unique, il n'y a pas, etc. Donc on est quand même dans quelque chose qui est différent. Dernière chose, ce qu'ils disent tout le temps,
les plus à gauche. C'est ça qui est intéressant en France. Et c'est ça qui est mal entendu, y compris chez Jaurès. Ils disent deux choses que les gens ne veulent pas entendre et qui, moi, je ne cesse de répéter depuis maintenant quelques décennies et que je vais continuer de répéter. Ils disent aller le plus loin possible dans la législation sociale, dans la solidarité, dans la fraternité, dans tout ce que vous voulez, mais fixez-vous toujours une limite, les droits de l'individu. J'y crois beaucoup. Il se fait que, dans mon histoire, post-Seconde Guerre mondiale, j'ai eu des parents communistes. Donc je sais les brûlures de l'histoire pour ceux qui ont cru, d'une certaine façon, parce qu'ils l'ont vu, soit à travers la terreur nazie, soit à travers le drame communiste. Ce que c'est quand on ne se fixe plus la limite des droits de la personne. Et donc, c'est extraordinaire, notre tradition, parce qu'elle dit, va le plus loin possible là-dedans. Et même, pour que les droits de l'homme soient une politique, pour reprendre le débat entre le fort et gaucher, eh bien, il faut la question sociale et économique. Mais tu te fixes toujours une limite, c'est le moment où tu vas blesser la liberté d'un individu. Tu vas la diminuer. Donc ça, c'est quand même intéressant. Enfin, dernier point sur la participation citoyenne. Ça, c'est un truc assez extraordinaire. C'est qu'en fait, dans le républicanisme français, c'est très tôt chez Robespierre, et sur notre concept de fraternité, pour un certain nombre d'entre eux, c'est repris par exemple par Luc Ferry et Alain Renaud dans leurs premiers travaux il y a 30 ans, ils travaillaient sérieusement, je ne parle pas de Renaud, mais Ferry encore, c'est précisément la participation, donc le critère politique, civique, qui va faire, qui est le critère pour l'intervention de l'État. L'État doit vous donner tout ce qui vous permettra d'être un citoyen actif. Ça veut dire l'instruction. Il ne faut pas aller voter, comme dit Condorcet, en étant ignorant. Ça veut dire de quoi vous habiller, de quoi manger, parce que si vous n'avez pas mangé, vous dépendez du patron, vous êtes dans un état de dépendance. Donc, et on s'arrête au moment où, dès lors que l'on peut assumer la participation civique, il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Il n'y a pas besoin d'égaliser les richesses. Un type peut être très riche, il ne faut pas être jaloux. Mais il ne faut pas, ce que dit d'un terme ancien Robespierre, rendre la pauvreté honorable, que reprend Jaurès, un peu critique, mais rendre la pauvreté honorable, ça veut dire que chacun puisse être un citoyen à part entière, à la fois, et on voit que ce n'est plus le cas dans nos sociétés, hein, faire très attention à ça, c'est très intéressant ça, à la fois comme citoyen qui participe, mais citoyen qui peut aussi évidemment être un citoyen actif, c'est-à-dire éligible. Donc ça, c'est la participation civique. Il y a des grands débats américains aujourd'hui, mais en fait, c'est déjà le critère de Robespierre sur la fraternité. Il dit la fraternité, pour modérer l'égalité et la liberté, dans le fond, le meilleur critère, c'est une fois que je suis sûr que tu peux être soldat, puis pour soutenir ta nation, que tu peux t'instruire pour décider les lois, voter, que tu peux, si c'est le cas, être toi-même soit fonctionnaire, soit député, là, on s'arrête. Il n'y a pas besoin de plus, tu n'as pas besoin de plus. Mais ça, on doit l'assurer à tout le monde. L'individualisme républicain que vous avez contribué à restituer finalement, comme aussi Jean-Fabien Smith, est un individualisme socialisé. C'est un individualisme pour lequel les modalités d'épanouissement passent par l'éducation, par la législation sociale, inévitablement en lien avec une constitution sociale de ce qui fait la dignité de l'individu, ce qui est évidemment très différent d'autres types d'individualismes radicaux. Je me souviens par exemple d'être tombé avec une grande consternation sur les actes, sur quelques pages des actes d'un congrès de philosophie à Genève en 1904, où Pareto a en face de lui des solidaristes, des républicains, des socialistes, des insultes. Enfin, le débat est extrêmement vif. Ils accusent de raconter des sornettes. Ils renvoient leurs doctrines les unes aux autres. Au fond, le solidarisme, c'est exactement la même chose que le rousseauisme du contrat social. Simplement, le contrat social est à la fin au lieu d'être au début, mais c'est la même logique. Le socialisme, l'utilitarisme souffrent à peu près des mêmes maux, parce que l'individu n'est pas une limite dure qui s'oppose absolument aux prétentions de la société. Alors évidemment, ce type d'individualisme radical, nous le voyons aujourd'hui s'épanouir de bien des façons, mais il est très différent évidemment de l'individualisme républicain qu'il faut aussi contextualiser. Par exemple, vous avez raison, en rappelant le rôle déterminant de l'affaire Dreyfus.
il est temps de remercier les deux, Monsieur Vincent Payon et Monsieur Emmanuel Picavet pour ce débat fascinant. On aurait dû peut-être le mettre à la veille de notre colloque, comme ça les gens auraient peut-être vu plus l'intérêt du débat, mais ça sera la leçon à tirer pour une autre fois. Merci beaucoup et merci à tous les participants et Madame Deussen pour nous accueillir dans sa maison. Merci.